vous invite à un autre genre de voyage musical. Nous avons eu l'occasion de faire du voyage musical classique, de nous promener dans les pyramides et de revisiter nos racines latines et grecques. Moi, je vous propose de faire un voyage auditif, musical donc, mais au tréfonds de la nature et de ce qu'elle a de plus beau à nous apprendre. Un de mes plus grands plaisirs, moi, le matin, quand je me lève, je suis assez du matin, donc c'est assez tôt, c'est de pouvoir m'installer dans le jardin et d'écouter les oiseaux chanter, de prendre mon petit déjeuner et comme ça, j'ai un conseil gratuit qui me met de bonne humeur pour la journée. Et donc c'est un petit peu à ça que je vous invite aujourd'hui et à rejoindre, cette passion qui est la mienne, de reconnaître les oiseaux à l'oreille, de façon à pouvoir savoir qui est qui au-dessus de moi et près de moi. Voilà. Les oiseaux rencontrent aujourd'hui et de plus en plus des défis auxquels ils doivent constamment s'adapter. Ils doivent trouver de la nourriture, ils doivent faire face à des augmentations ou des diminutions de température, ils doivent se trouver un territoire pour pouvoir se nourrir et accueillir une partenaire et avoir une petite famille. Ils doivent pouvoir faire face aussi aux enjeux de plus en plus importants des changements climatiques. Et donc, pour faire face à ces changements, à ces défis constants qui sont des enjeux de survie, qui sont des enjeux euh, de trouver constamment, mais et très rapidement, des réponses aux questions de plus en plus aiguës qui sont posées, eh bien, ils essayent de respecter un calendrier qui détermine leurs activités. Ils ne font pas tout, tout le temps, n'importe comment. Ils agissent à des moments précis pour faire face à ces difficultés, à ces problèmes. Ça s'appelle la phénologie. La phénologie des oiseaux, on pourrait la définir comme quand les oiseaux font ce qu'ils ont à faire. Quand ils se nourrissent, quand ils sont en hiver et en mode survie euh, de manière douce, ou au contraire au printemps face à l'explosion de la nature et le besoin impérieux de se reproduire. Et donc les oiseaux chantent à une période bien donnée, qui est la période du mois de mars à la mi-août. Et donc c'est aussi cette période-là qui est dite la période des chants. Donc ici, nous allons avoir l'occasion de travailler en deux modules, hein, comme vient de le dire Laurence. Le module d'automne qui sera consacré aux oiseaux d'eau et le module de printemps qui, lui, sera dédié aux oiseaux de nos jardins, qui comportent, je dirais, les oiseaux qui chantent de manière la plus harmonieuse. Dans les oiseaux d'eau, vous avez par exemple un oiseau bien connu qui est la bernache du Canada, hein, qu'on peut rencontrer un peu partout, et dont le son n'est pas particulièrement harmonieux. On dirait que si on compare par rapport à un pinson ou même par rapport à une charbonnière, c'est tout de suite pas la même chose. Mais enfin, en attendant, il y a une expression verbale, il y a une expression vocale, et on peut la reconnaître auditivement, même si on ne la voit pas. Et ça, c'est un peu un des enjeux de cette formation, c'est de pouvoir identifier la reconnaissance vocale et subordonner à un objectif bien clair qui est de dire, voilà, j'ai contacté une espèce, et donc je peux dire que soit visuellement, soit euh, vocalement, de manière sonore, j'ai contacté telle espèce à tel moment, faisant telle chose, et je la renseigne sur un site dédié aux particuliers, aux professionnels de l'ornithologie. Et donc avec ça, on constitue des bases de données. Ces bases de données sont soumises aux chercheurs. Les chercheurs peuvent collationner ces données et font faire des déductions en disant, voilà, telle espèce est en augmentation, telle espèce est en régression, et il y a lieu éventuellement de prendre des mesures. Donc derrière cette apparence je dirais, de nonchalance un petit peu poétique, il y a quand même des enjeux scientifiques importants à travers la problématique de la reconnaissance vocale de l'ornithologie. On peut attester à travers différents outils avoir contacté cette espèce qui est donc bien chez nous, même si je ne la vois pas, même si je ne la vois pas parce qu'elle est cachée par le feuillage ou que simplement elle est trop loin.
alors je peux éventuellement la voir, je peux l'entendre, je peux la voir et l'entendre, et tout ça, je peux en rendre compte sur tel ou tel site dédié qui va collationner les données. Voilà, et donc nous aurons deux modules, l'automne et le printemps. Et pourquoi faut-il respecter une phénologie? Eh bien, parce que quand on fait des sorties sur le terrain, quand on aborde des espèces, on essaye de pouvoir faire évidemment aussi des sorties terrain qui nous permettent de les voir et de les entendre sur le terrain en vrai. Hein, c'est très bien de faire de l'ornithologie en chambre et nous en ferons, mais c'est aussi et surtout très bien de pouvoir les voir en vrai dans la nature, là où ils vivent, là où ils sont. Donc c'est ce contact avec la nature à travers le chant que je vous invite à faire avec moi. Alors, quand allons-nous nous rencontrer? Eh bien, vous avez ici les différentes dates du module d'automne. Nous serons réunis les mardis à partir du mois d'octobre. Et vous voyez que de semaine en semaine, le mardi, les séances vont se suivre avec un trou entre le 17 octobre et le 7 novembre pour congé scolaire. Et le 28 novembre, il y a une sortie à la réserve naturelle domaniale de Genappe, qui est la plus grande réserve naturelle du Brabant wallon, qui, euh, qui représente en fait l'ancienne sucrerie de Genappe, dont les bassins de décantation ont été conservés en l'état et les oiseaux sont revenus, la nature reprend ses droits et une poignée de volontaires donc prête son concours pour entretenir les lieux, élaguer, garder les milieux ouverts de façon à ce qu'un maximum d'espèces différentes puissent continuer à être présents sur le site. Donc c'est maintenir l'enjeu de la diversité qui est en question. Le, le deuxième module, qui est celui des oiseaux de printemps, sera également les mardis, avec ici soit une, soit deux sorties, ça on verra, au bois de Lozelle, donc c'est ici tout près. Ce sera l'occasion d'aller, euh, à partir de Louvain-la-Neuve, faire une petite plongée dans le bois de Lozelle pour nous y plonger dans les chants printaniers des oiseaux, ceux qui nous enchantent tout particulièrement. Voilà. Quels sont les objectifs de cette formation? Eh bien, c'est de vous permettre de reconnaître à l'oreille une espèce quand vous y êtes confronté. C'est un petit peu le désir et le souhait, je crois, des personnes qui suivent des démarches telles que celle-ci, c'est de pouvoir, en se promenant, dire: «Ah, je ne le vois pas, mais là, j'entends un pinsson des arbres. Ici, c'est un troglodyte mignon. Là, c'est une charbonnière», et ainsi de suite. Et donc, pour arriver à ce résultat qui est intéressant, qui est enchanteur, il y a des méthodes de mémorisation. Ça passe quand même, je ne vous le cacherai pas, par un petit peu de travail personnel. C'est un petit peu comme quand vous étudiez le vocabulaire latin. Ah, mes prédécesseurs ne sont pas là, ne sont plus là, mais c'est un peu la même démarche, c'est de dire, voilà, je fais mes 10 mots de vocabulaire tous les jours, et à la fin de la semaine, je récapitule mes 50 mots et je dois les connaître, toujours les connaître cumulativement pour la semaine prochaine. Eh bien, en matière d'ornithologie, c'est un peu la même chose. Si j'étudie les espèces d'oiseaux et leurs chants, ben d'abord, il est recommandé de ne pas les étudier tous en même temps, parce que ça, c'est l'indigestion assurée, vous allez en avoir ras-le-bol, et c'est pas marrant du tout. Par contre, si vous y allez à petite dose, ça devient intéressant parce que c'est une espèce par jour, voire deux. Et puis, quand elles sont acquises, on passe à la suivante, à la journée suivante, on en apprend une autre, on répète celle d'hier et ainsi de suite, comme le vocabulaire latin finalement, hein, ou grec de notre enfance. Voilà. Il y a également, pour faciliter cette mémorisation, nous allons pouvoir disposer, grâce à l'aide de Thomas, donc d'un support multimédia. Nous allons pouvoir avoir des photos, des vidéos, des cartes de distribution, des textes et bien entendu, évidemment, des sons. Voilà. Et à l'occasion de cette méthodologie, je vous proposerai une trousse à outils, c'est-à-dire une méthode pour arriver à affiner votre perception et à déduire
que l'espèce à laquelle nous sommes confrontés en ce moment est par exemple un rouge-gorge ou une linotte mélodieuse. Voilà, cette formation donne lieu à outils. Euh, on peut soit avoir une approche très scientifique et dire, voilà, j'ai des outils pour mesurer le chant d'oiseaux, et il y a des machines pour ça. Dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque un sonographe, qui était une grosse machine un peu à l'image des ordinateurs de l'époque, qui occupait beaucoup de place et qui était très, très expansif. Aujourd'hui, le sonographe a été remplacé par un logiciel d'analyse qui me donne à la fois la puissance du son en fonction du temps, et c'est un oscillogramme, soit la hauteur du son, donc le son plus aigu ou plus grave, toujours en fonction du temps. Alors, le sonogramme, ça ressemble à peu près à ceci. Vous voyez, dans le tableau du haut, nous avons un oscillogramme, dans le tableau du bas, un spectrogramme. Et donc, ce que vous voyez reproduit, c'est un champ de troglodytes mignons, avec un écart entre les séquences, avec des hauteurs assez impressionnantes et avec un volume qui est quand même non négligeable, surtout par rapport à la petite taille. Si vous savez que un troglodyte mignon, ça tient dans le creux de votre main, et quand vous l'entendez chanter, eh bien, il est absolument tonitruant. Il fait un vacarme de tous les diables, il se met le plus haut possible, et la raison pourquoi un troglodyte mignon fait tant de bruit, eh c'est parce qu'en réalité, il ne cherche pas à séduire une femelle, mais plusieurs. Donc, il monte plus haut sur la branche, et il a non pas une partenaire, mais plusieurs à séduire, et donc il doit couvrir le maximum d'espace pour être, si j'ose dire, au four et au moulin. Voilà, donc chacun a ses motivations, les siennes sont celles-là, et maintenant je sais pourquoi le troglodyte chante si fort. Voilà, quels sont nos autres outils d'analyse? Parce que c'est très bien d'avoir des machines, c'est très bien d'avoir des logiciels, mais rassurez-vous, on ne va pas passer son temps euh, lors de nos séances à faire de l'analyse, du décryptage d'oscillogrammes, hein, ou de spectrogrammes. Non, non. Nous allons entendre des sons d'oiseaux, nous allons les mémoriser et nous allons apprendre à les reconnaître d'une séance à l'autre pour les garder de manière cumulative dans nos mémoires et pouvoir les reconnaître tout de suite quand nous irons sur le terrain. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre que le sonogramme comme outil? Eh bien, nos yeux et nos oreilles. Alors vous allez me dire, mais nos yeux, pourquoi nos yeux? Puisque c'est une formation auditive. Eh bien, parce que quand on ne connaît pas un son, quand il est intéressant de pouvoir raccrocher un son à une image. Et ça, c'est parce que nous sommes pour la plupart d'entre nous kinesthésiques, visuels, kinesthésiques et accessoirement auditifs, du moins statistiquement, que je vous propose de mélanger un peu les méthodes et de faire de l'auditif, bien sûr, mais de l'auditif accroché à du visuel pour que mentalement, on puisse procéder à l'association qui est un gage de retenir l'information le plus longtemps possible. Donc, nous allons procéder par l'audition répétée chez soi à petite dose, et pour cela, il y a aussi des moyens mémotechniques. Vous connaissez tous la mésange charbonnière, tititu, tititu, tititu. Eh bien, le moyen mémotechnique qui est souvent employé, c'est bête, mais ça marche, c'est City 2, City 2. Donc, la mésange charbonnière, c'est City 2. Voilà, vous entendez City 2, vous savez à qui vous avez affaire, et ainsi de suite. On peut procéder de la même façon en accrochant des moyens mémotechniques à des espèces, et donc, grâce à ce petit moyen complètement idiot, on arrive à retenir dans la durée. Voilà. Et alors, vous allez me dire, mais bon, chanter, c'est très bien. Vous nous avez dit que les oiseaux chantent au printemps essentiellement. Très bien, mais qu'est-ce qu'ils font comme autre bruit que les chants? Bien, un chant et un cri, c'est pas la même chose. Un chant, ça a une signification, une vocation nuptiale. C'est voulez-vous m'épouser? Tandis qu'un cri, ça peut être tout autre chose, et c'est pas forcément romantique, c'est passe-moi le beurre, et ce genre de choses. Ou bien est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ou bien au secours, on m'attaque. Ou bien si je suis un oisillon et que j'appelle les parents parce que j'ai besoin de nourriture, c'est euh, les chefs sont radins. Donc à table, à manger, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, les différentes catégories de sons que l'on trouve chez les oiseaux, si on les prend du plus simple, du plus rudimentaire au plus compliqué, au plus sophistiqué, eh bien, on part des espèces type bouvreuil pivoine. On a un son, je n'ai pas la connexion, mais ce sera le cas pendant la formation. Le bouvreuil pivoine, c'est juste une note, tut, tut, tut. Donc, c'est toujours la même note. Et donc, on sait que c'est en très aigu, bien sûr. On sait que le bouvreuil pivoine a une expression unique, très limitée. Le pic vert, c'est cet oiseau qui se fiche de noter toute la journée, toute l'année dans le jardin, et vous entendez un grand éclat de rire au-dessus de votre tête, c'est un pic vert. Et il fait tout le temps la même chose. Donc finalement, c'est un son qui est quelque part stéréotypé, il est toujours le même. Puis alors, on passe à la catégorie des chants qui sont considérés comme des ritournelles. La catégorie précédente, c'était un mot, toujours le même. Ici, on arrive quand même à une phrase, toujours la même. Le pinson des arbres, il vous a dit sa phrase et il va la répéter avec intervalle des milliers de fois, mais ce sera toujours la même phrase. Cette signature sonore, c'est un petit peu comme une empreinte digitale, au point que si vous analysez le spectrogramme et le sciagramme, vous allez, en faisant une analyse fine, vous rendre compte que cette analyse est aussi fine qu'une empreinte digitale. Elle est reconnaissable entre toutes, elle n'est semblable à personne d'autre. Donc voilà pourquoi on passe du temps à étudier les sonagrammes, parce que c'est la représentation vocale unique d'un oiseau, différente de son voisin, bien sûr, de la même espèce que lui, mais aussi, et évidemment, différente des autres espèces. Un pinson n'est pas une charbonnière, n'est pas une mésange bleue. Alors, il y a les sons les plus variés et les plus inventifs, ceux qui composent chaque fois une pièce différente. Et là, on est dans la catégorie du rouge-gorge familier ou de l'étourneau sansonnet. Le rouge-gorge le rouge-gorge qui raconte chaque fois une histoire différente, c'est un petit peu un Mozart du chant des oiseaux. Il invente sans même devoir y penser, avec une facilité déconcertante. Les étourneaux sansonnets sont ces oiseaux qui volent par nuées. On peut les trouver par milliers et on peut observer leurs arabesques dans le ciel. Ils ont une coordination des mouvements qui est impressionnante et dont nous serions bien incapables, nous, automobilistes, si on nous demandait de le faire, à moins d'avoir un maximum de heurts et de malheurs entre automobilistes. Et en plus, les étourneaux sansonnets, ils sont capables d'imiter d'autres espèces. Nous allons le voir, les étourneaux sansonnets, ils font leur chant à eux, et en plus, ils imitent d'autres espèces qui sont des espèces, s'est-on aperçu, prédatrices. Donc, vous croyez parfois qu'il y a une buse au-dessus de votre tête, vous cherchez la buse, et vous apercevez que non, non, c'est bien un étourneau sansonnet qui imite la buse. Et on s'est demandé, mais pourquoi un oiseau est-il censé imiter une autre espèce que la sienne? Qu'est-ce que ça lui apporte? Eh bien, on n'a pas encore vraiment trouvé la réponse à cette question, mais elle serait probablement, enfin, il y a une hypothèse intéressante qui laisse entendre que certaines espèces en imitent d'autres pour pouvoir faire croire, ici dans l'exemple, à la buse, qu'il y a une autre buse qui est déjà dans la place et que ça ne sert à rien d'y venir. Donc, c'est une stratégie de dissuasion par rapport à un prédateur. C'est bien vu, c'est malin. Voilà. Alors, est-ce que tous les sons des oiseaux sont des sons qui passent par le bec, par la gorge? Est-ce que ce sont des sons vocaux? Ben non. Si vous regardez une cigogne blanche sur sa cheminée et que vous attendez qu'elle chante, vous risquez d'attendre longtemps parce que la cigogne blanche ne chante jamais. Par contre, est-ce que cet oiseau est silencieux? Ah, pas du tout. Il fait des claquements de bec qu'on entend de très très loin, c'est le but. Et ça permet de savoir que c'est lui, parce que c'est son claquement de bec aussi. Ce sont des finesses que notre oreille, qui n'est pas suffisamment, je dirais, performante pour le savoir, ne peut pas déceler. Mais les oiseaux, eux, qui ont une oreille plus performante que nous, s'en rendent compte et ils peuvent individualiser les bruits, y compris quand ce sont des sons non vocaux. Et voilà, il y a la bécassine des marais qui, lors de sa période de séduction,
donc fait de grands mouvements dans le ciel, où il y a une élévation dans le ciel et puis un piqué où elle va faire des bruits d'ailes, et ce sont les bruits d'ailes que les femelles autour et alentour vont entendre. Donc ce n'est pas la voix, c'est le bruissement d'ailes qui sera caractéristique de cette espèce. Donc si je retiens que le bruissement d'ailes est égal à une bécasse, je peux également l'identifier avec certitude, même si je ne l'ai pas vu. Quels sont les types de sons alors que les oiseaux peuvent produire? Eh bien, un petit peu comme on l'a vu dans les sonagrammes, il y a la hauteur, il y a l'intensité et il y a le timbre. La hauteur détermine le caractère aigu ou basse de l'émission sonore. L'intensité, c'est le volume, je l'entends fort ou pas fort, hein, c'est le, le troglodyte mignon ou le roitelet huppé, à l'inverse, celui qui va émettre très faiblement et très haut, et qui va peut-être nous poser problème, euh, dans certains cas, si notre oreille n'est pas suffisamment performante pour arriver à le détecter. Hein, vous savez que notre oreille perd à peu près 50% de son acuité entre l'âge de 25 et l'âge de 50 ans. Ça ne nous empêchera pas de faire de la reconnaissance auditive, mais il faut savoir que c'est une réalité qui nous concerne tous et que passé l'âge de 25 ans, nous ne faisons que perdre cette acuité. Voilà, le timbre, par contre, lui, le timbre est très important, c'est même peut-être la donnée la plus importante, parce qu'il permet le timbre de reconnaître la voix de l'oiseau. Si mon voisin me parle, j'entends sa voix, je ne le vois pas, mais je sais que c'est lui parce que je reconnais sa voix. Eh bien, ici, c'est pareil. Je reconnais la voix de l'oiseau, même si je ne l'ai pas bien vu, et même si je ne suis pas très sûr de son chant, mais je sais que c'est la voix de l'oiseau et je reconnais uniquement au timbre. Le grain pro des bois, le grain pro des jardins, il a un timbre particulier. Quand je l'entends, je sais que c'est lui, même s'il ne chante pas sa chanson complète. Alors, Les, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont à leur répertoire? Eh bien, ils ont des chants, on l'a vu, ils ont des cris. Alors, les cris, il y a des cris de contact, hein, on reste ensemble. Le on reste ensemble, vous voyez lors des migrations passer au-dessus de votre maison un vol d'oies. Et les oies ont la particularité, enfin, une des espèces a cette particularité de voyager en V. Et donc, pendant toute la durée du vol, vous entendez des couacs, 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 un peu tout le temps, et ce sont des cris de contact, parce que les oiseaux ne restent pas forcément, ne volent pas forcément pendant la journée, donc ils peuvent se perdre de vue parfois. Il y en a un qui est en retard, il y en a un qui est trop en avance, et donc on fait des cris de contact pour dire attention, je suis là, ne me perdez pas. Et il y a aussi les cris d'alarme. Les cris d'alarme, ce sont les cris les plus importants dans la vie d'un oiseau parce que, ils sont là pour signaler l'arrivée d'un prédateur ou une attaque de ce prédateur par rapport à la colonie dans laquelle je me trouve. Donc, qu'on comprenne mon cri d'alarme est essentiel pour la survie de la communauté et au-delà de l'espèce. Et puis, il y a les cris de quémande, c'est-à-dire les cris qui sont souvent des cris d'oisillons au nid qui réclament de la nourriture et qui sont relativement faibles mais constants. Hein, vous pouvez vous le vérifier lors de la période de ponte au printemps. Vous entendez souvent des cris de quémande des oisillons pendant les balais aériens des parents. Si vous avez une mésange dans un nichoir chez vous à la maison, vous ne pourrez pas le rater. Et puis alors, il y a les chants. Hein. Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Évidemment, pour posséder un territoire et trouver une partenaire et se reproduire. Pourquoi est-il important, quand on veut se reproduire, d'avoir son territoire? Eh bien, parce que le territoire, c'est un petit peu comme les propriétaires terriens au Moyen Âge, pendant la Renaissance et même parfois maintenant. Vous avez ce territoire a des ressources en alimentation qui permettent de nourrir la petite famille, c'est-à-dire les oisillons, mais aussi la femelle et le mâle. Donc, garder un territoire à soi, c'est garder une assurance de survie. Un autre intérêt de garder un territoire, c'est que le territoire, on va regarder ce qu'il est des zones de protection pour ne pas être exposé ni par rapport au vent, ni par rapport à la pluie,
ni par rapport au soleil, ni par rapport à l'attaque de prédateurs. Et si jamais un jour je me fais attaquer par un prédateur, je fais en sorte que mon territoire, il ait des portes de sortie par lesquelles je puisse m'enfuir si jamais je ne peux pas faire face. Donc la qualité du territoire est déterminante dans la survie de l'espèce. Voilà pourquoi il y a un concours, une concurrence entre les mâles au printemps pour revenir d'Afrique et foncer se réserver le meilleur territoire possible. Euh, Évidemment, le chant peut aussi servir à ce que les congénères entre eux se reconnaissent individuellement. Hein, on l'a vu, si on affine le sonagramme, on va avoir la reconnaissance individuelle de tel oiseau qui va pouvoir se dissocier non seulement d'un oiseau qui habite très loin, mais aussi et jusqu'à un oiseau qui est juste à côté de lui. C'est mon voisin de palier en termes de territoire. Ben, lui et moi, on ne chante pas pareil et les femelles devraient pouvoir faire la différence entre l'un et l'autre. Et puis aussi les rivaux entre l'un et l'autre, parce que si lui, il est maître chez lui, moi, je suis maître chez moi, et on sait que si chacun respecte son territoire, on ne va pas se battre. Alors, le chant possède donc ce pouvoir dissuasif de dire, attention, je chante, donc je suis à la maison, attention, je personne sur mon territoire autre que moi et les personnes autorisées. Et puis, bien entendu, le chant permet de séduire une partenaire et d'éloigner les rivaux. Séduire une partenaire parce que le chant est apprécié par les femelles qui vont faire le choix d'un partenaire en fonction de la qualité du chant que je produis. Donc c'est une sorte de sélection génétique du partenaire à travers la qualité du chant qui est perçue par l'oreille de la femelle. Donc c'est tout à fait important. Il y a même des déclenchements hormonaux chez les femelles qui sont produits par l'activité de chant du mâle. Donc le chant, c'est central, c'est ce qui met en route la reproduction de l'espèce de manière micro, mais aussi de manière macro au niveau d'une espèce. Le cycle annuel des chants, c'est de mars à la mi-août. Donc, pendant toute la période du printemps, nous allons pouvoir nous promener, notamment au bois de l'Oseille, pour aller goûter le plaisir d'entendre les mélodies de ces chants qui vont nous être produits. Donc, je vous l'ai dit, c'est une question d'endocrine, d'hormones sexuelles. En hiver, les hormones, les organes hormonaux se rétractent, l'activité est au ralenti, on survit, on se protège contre le froid, on se nourrit et on essaye de passer au lendemain en survivant au froid et à une biomasse, donc une quantité de nourriture qui est moindre. Au printemps, c'est l'inverse. Vous avez la taille des organes endocrines qui augmente. Un mâle peut se voir comme ça, voir ses organes reproducteurs endocrinologiques augmenter jusqu'à 300 fois. Donc évidemment, ça fait une sacrée différence. Et ça dénote, ça indique aussi l'importance des hormones dans le système de reproduction des oiseaux. À tel point que on a fait des études sur la question. Un oiseau qui a des glandes endocrines qui produisent des hormones mâles va se mettre à chanter lorsque le niveau de ces glandes sera suffisamment élevé. Si on enlève cette glande, le mâle ne chantera plus. À l'inverse, si vous injectez des hormones mâles à une femelle, qui normalement ne chante pas, elle va se mettre à chanter. Donc ça, c'est vraiment une découverte des scientifiques, c'est de voir comment les mécanismes peuvent nous entraîner là où nous ne pensions pas aller. Alors, quels sont les cycles du chant? Eh bien, je dirais, quand est-ce qu'un oiseau commence à chanter? Eh bien, il commence à chanter autour du lever du soleil. C'est le lever du soleil qui déclenche l'envie de chanter chez les oiseaux. Euh, ce lever du soleil, donc, peut avoir des variantes. Certaines espèces anticipent le début de leur chant à bien avant le lever du soleil, d'autres aux alentours du lever du soleil, et d'autres encore après parce qu'ils sont un peu moins du matin que les autres. Voilà, ici vous avez un aperçu du lever du soleil qui se trouve là, dans cette colonne. Et donc, chaque colonne à gauche et à droite représente soit une anticipation du côté gauche, donc un quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes, etc., jusqu'à 105 minutes. Et après le lever du soleil, un quart d'heure et 30 minutes.
voyez qu'à ce petit jeu, certaines espèces se distinguent par rapport aux autres. Une alouette des champs va se lever un peu plus tôt que le rouge que noir. Il lui-même va être un peu plus précoce que le troglodyte, lui-même que le pinson des arbres ou le pouillot véloce ou la mésange charbonnière, et que après le lever du soleil, on trouve la bergeronnette grise, les tourneaux sansonnets, et encore après, et les derniers, le serin insigni et le verdier d'Europe. Donc, tout le monde ne chante pas, je dirais, tout le monde ne commence pas à chanter en même temps. Certains commencent plus tôt, d'autres commencent plus tard. Et puis, évidemment, à partir d'une certaine heure, le lever du soleil plus une heure, trois quarts d'heure, tout le monde chante. Et donc, au printemps, nous serons confrontés à la superposition des chants, ce qui peut avoir un aspect un peu perturbateur, parce que quand tout le monde chante en même temps, on peut se dire, mais quelle cacophonie. Donc il faut être capable à ce moment-là d'avoir un chant suffisamment bien dans l'oreille pour pouvoir l'isoler, ce qui est possible, il suffit de se concentrer sur lui et d'exclure ceux qui chantent en même temps autre chose, pour pouvoir dire, voilà, ça c'est mon pinson, j'écoute pas les autres. Et donc le pinson, et puis si je veux détailler ce qui se passe à côté, je dis, ah, j'ai un pinson, mais j'ai aussi un troglodyte, et puis j'ai également une alouette des champs. Et comme ça, on pourra faire un inventaire plus ou moins complet, quand on est en groupe, de ce qu'il y a autour de nous en fonction de la qualité de nos perceptions auditives. Voilà. Alors, on s'est demandé aussi pourquoi si tôt le matin? C'est quoi ces manières de se lever à l'aube, voire en pleine nuit? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire un peu plus tard? Eh bien, la réponse est également toute simple. C'est que c'est une question de densité de l'air le matin. Le matin, quand on se lève, l'air est plus dense. Si l'air est plus dense, le son porte plus loin. Et si le son porte plus loin, je peux me faire entendre plus loin et avoir plus de chances de trouver une partenaire. Voilà pourquoi je me lève tôt le matin. Voilà. Alors, si vous voulez avoir une idée des espèces que nous allons aborder au cours de ces modules, voilà les espèces du module oiseaux d'eau. Bon, je vous les laisse parcourir, hein. Vous verrez qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Ça va du martin pêcheur au pluvier doré en passant par le râle d'eau, la mouette rieuse ou l'hirondelle de rivage. Donc j'ai essayé de regrouper un peu arbitrairement les espèces les plus représentatives de nos milieux d'eau en Belgique, dans nos régions, et un petit peu dans le paléarctique occidental, c'est-à-dire dans la partie Europe de l'Ouest, Afrique du Nord et Moyen-Orient, de manière à ne pas nous limiter non plus à la seule région wallonne, avec ou sans Bruxelles, qu'on pourrait se contenter d'étudier si on avait une approche strictement politico-géographique. Comme ça, quand vous irez en vacances quelque part, ben, vous pourrez toujours continuer à profiter du chant des oiseaux et à les identifier. Voilà, ici, ça c'est le module de printemps, et donc ce sera l'occasion de nous pencher sur le rouge-gorge et consorts, c'est-à-dire depuis le rouge-gorge jusqu'au chardonnay, en passant par le pinson du nord, la mésange jupée, le jet des chênes et le grimpero des jardins et ou du merle. Voilà, nous avons ici nous sommes arrivés au terme de cette présentation. J'espère que que je suis parvenu à vous donner envie de mieux les connaître. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et que je nous souhaite ensemble, c'est de passer des moments de plaisir, de façon à ce que nous puissions passer de nombreuses heures les oreilles tendues vers le ciel pour pouvoir profiter de nos amis les oiseaux et de leurs concerts majestueux qui sont gratuits. Je vous remercie de votre bonne attention.